colonialisme. Et puis, invité de la rédaction, tout à l'heure, nous recevrons pour vous le ministre en charge du tourisme avec Baba Ama. Il sera question de la 9e édition du CITO qui commence demain à Ouagadougou. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, direction tout de suite l'Assemblée nationale. Depuis ce soir, les députés retournent à l'hémicycle et ce pour 3 mois. Cette deuxième session ordinaire de l'année est dite budgétaire. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du Premier ministre et de son gouvernement et aussi de chefs de parlement amis comme ceux de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, Sougrinoma Ibrahim Gigma. C'est l'un des moments forts de la vie de l'Assemblée nationale au cours d'une année, l'ouverture solennelle de la session. Elle se tient 2 fois l'an et la présente est justement la 2e de l'année 2012. Les députés se donnent 90 jours pour plancher sur un ordre du jour pour le moins chargé. L'agenda de la présente session comporte 14 autorisations de ratification et 9 projets de loi au nombre desquels je voudrais signaler. La loi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie, la loi portant réglementation de l'amélioration génétique du cheptel au Burkina Faso, la loi des finances rectificatives pour l'exécution du budget de l'État gestion 2012, la loi portant réglementation des organisations interprofessionnelles, des filières agricoles, sylvopastorales et halieutiques au Burkina Faso et la loi portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité. En dépit des contraintes inhérentes à la tenue d'une session budgétaire, sur fond de préparation et de déroulement des élections couplées, je sais pouvoir compter sur les députés, comme par le passé, pour bien et fidèlement remplir leurs obligations constitutionnelles durant ces travaux qui marquent la dernière ligne droite de la fin de notre mandat. Le président de l'Assemblée nationale a porté à la connaissance des élus nationaux les activités menées par les commissions générales du Parlement au cours de l'intercession. Il a en outre salué la présence à cette cérémonie des fortes délégations parlementaires venues de Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. La présente session ordinaire sent la fin des classes, en ce sens qu'elle est la dernière de l'année 2012 et pas seulement, elle est aussi la dernière de la 4e législature. Avec les échéances électorales en vue, la configuration de l'hémicycle va changer en 2013. Numériquement, parce que le nombre de sièges passe de 111 à 127, et qualitativement, puisque de toute évidence, de nouveaux visages y feront leur entrée. Et puis, on est mercredi, jour traditionnellement consacré au Conseil des ministres au Faso. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers, dont celui portant stratégie nationale de promotion et valorisation des produits forestiers non ligneux. Il s'agira de tracer une nouvelle feuille de route afin de donner à ces produits une part plus importante dans le tissu économique du Faso. Sur le sujet, écoutons plutôt les précisions du responsable du département en charge de l'environnement. Il est question pour nous de mettre en place une stratégie nationale pour la promotion des produits forestiers non ligneux dans le but de mettre en place un cadre d'action pour tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine et pour tous les partenaires financiers et techniques qui interviennent dans ce domaine. Parce que jusqu'à présent, le domaine n'était pas bien organisé et nous avons la chance d'avoir des appuis pour nous permettre de faire cette politique de promotion. Le plan d'action, justement, c'est pour la mise en œuvre sur 5 ans de cette stratégie et ce plan d'action coûtera la bagatelle d'un peu plus de 16 milliards de francs CFA et le tour de table est déjà fait et les ressources financières sont quasiment disponibles. À présent, la page santé de cette session du Conseil des ministres, il a été question du rapport sur l'adoption du plan stratégique de lutte contre le paludisme. Le plan prend en compte les acquis et les insuffisances des actions déjà menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Faso. Le plan stratégique que nous venons d'adopter vise à relever ces défis-là et je voudrais insister sur le premier défi qui est la prise en charge précoce et efficace des cas. Cela veut dire qu'on doit renforcer la formation, on doit également renforcer l'accès donc aux services de santé, c'est-à-dire que les gens consultent plus tôt, que le personnel de santé puisse traiter efficacement. Le deuxième axe sur lequel je voudrais insister, c'est comment sécuriser les intrants. Parce que vous savez que faire le diagnostic c'est une bonne chose, mais disposer de médicaments également pour le traitement devient un élément extrêmement important.
L'un des axes sur lesquels ce plan stratégique insiste également, c'est par rapport à la mobilisation des ressources et à l'implication de la communauté. Mobilisation des ressources impliquant donc les ressources locales, ça c'est un point extrêmement important, mais également que la communauté puisse être impliquée dans la prise en charge du paludisme. Je passe sur la question de la lutte contre le vecteur, la question des moustiquaires. Voilà autant d'éléments qui vont nous permettre d'arriver au but qui est de réduire de 75% la mortalité et la morbidité due au paludisme par rapport aux chiffres de 2000 vers l'année 2015, mais également tendre à la mortalité zéro. Toujours sur le chapitre santé, le Burkina veut mettre de l'ordre dans le monde de la pharmacopée traditionnelle. Le Conseil a adopté un décret portant définition des établissements de médecine et de pharmacopée traditionnelle au Burkina. L'acte traduit la volonté d'assainir ce milieu pour des services de qualité. Je voudrais simplement rappeler deux points. Le premier point, c'est que pratiquement depuis 2004, le Burkina Faso a réaffirmé l'importance de la médecine traditionnelle. Et c'est pour cela qu'il y a eu un travail important qui a été fait pour d'abord reconnaître les acteurs, encadrer les acteurs et permettre qu'à l'heure actuelle, nous délivrons une autorisation pour exercer cette pratique-là. Après avoir fait ce travail et concomitamment, il y a un travail qui a été fait sur les produits qu'ils proposent donc aux patients. Et ce travail a abouti qu'en matière réglementaire et en matière d'encadrement, nous avons pu aujourd'hui mettre sur le marché des médicaments de cette pratique, médicaments modernes, fabriqués dans de meilleures conditions, avec une autorisation de mise sur le marché. Il restait, et c'est ça que le décret vient résoudre, comment définir d'abord ces professionnels-là et comment définir les établissements dans lesquels ils doivent exercer. Donc ce décret vise à encadrer les types d'établissements qu'ils peuvent mettre en place et également les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer dans ces établissements-là. Un coup d'œil à présent sur l'état de nos routes. Il ressort que le réseau routier du Burkina connaît une très forte dégradation et cela nécessite des travaux à court, moyen et long terme. C'est l'une des conclusions d'un rapport livré lors de la réunion des ministres. Nous avons fait un rapport circonstancié en prenant en compte les relevés de dégradation réalisés par les différentes régions du pays pour soumettre au gouvernement, proposer des solutions à court, moyen et long terme. Dans le court terme, il s'agira évidemment de mettre en place un plan d'urgence pour rétablir le trafic partout où il a été coupé, réhabiliter les infrastructures, du moins les ouvrages qui ont été endommagés, reconstituer les talus, refaire donc les pérés maçonnés et refaire donc les chaussées de manière à permettre une circulation continue et une reprise normale du trafic. À moyen terme, il s'agira évidemment de travailler à conforter le réseau. Comme vous le savez, nous sommes dans une période de changement climatique et il est évident que la pluviométrie qu'on a enregistrée cette année peut encore revenir l'année prochaine et les années à venir. Donc il faut que nous travaillions maintenant à revoir même les schémas d'aménagement de nos routes, comment je dirais, à revoir un peu les standards d'aménagement de nos routes, relever un peu le niveau de construction des chaussées pour les mettre hors d'eau de manière à ce que lorsqu'il pleut, les routes quand même soient toujours protégées. Alors ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup donc d'argent et nous avons donc soumis au gouvernement des propositions qui seront examinées et avec lesquelles donc nous pourrons à moyen terme travailler à améliorer donc le niveau du réseau et à long terme travailler à faire en sorte que tous les radiers puissent être transformés en dallo et que partout où on peut relever le niveau, le standard d'aménagement en passant de route en terre en route bitumée, nous puissions le faire. Sakoinse-Boromo est effectivement dégradé, mais c'est une route qui a bénéficié d'un financement de l'Union européenne. L'appel d'offres a été lancé et s'il plaît à Dieu, nous pensons que les travaux pourront démarrer avant la fin de l'année.
Le ministre de l'économie et des finances, quant à lui, a fait le compte-rendu de la conférence des investisseurs de Bagré. Vous vous en souviendrez, la rencontre s'est tenue la semaine dernière à Ouagadougou, considérée comme une étape importante dans la mise en œuvre de Bagré Pôle. La conférence a permis de mettre en lumière le rôle des investisseurs nationaux et internationaux, ainsi que les défis qui attendent le gouvernement. Au niveau des projets qui ont été proposés, il y a une certaine diversité qui correspond à l'esprit de pôle de croissance. Il y a bien sûr ceux qui étaient intéressés par la production agricole, mais aussi tout ce qui est lié à cette activité-là, notamment la question des intrants, la question de la mécanisation, la question des infrastructures à réaliser, la question de la transformation. Il y a même des projets de logements sociaux, parce qu'il faut penser également à loger les gens. Donc vraiment c'était un grand succès et ça traduit l'engouement vraiment pour ce projet-là. Mais l'autre côté aussi, des défis pour le gouvernement qu'on doit relever. Et sans cela que le gouvernement, après bien sûr avoir plus connaissance des résultats, a donné des instructions pour que nous puissions accélérer le processus. Que pour les prochaines étapes, on puisse aller très vite, notamment en ce qui concerne la question foncière. Il faut qu'on règle ça le plus tôt possible, mais aussi qu'on puisse trouver un mécanisme de financement pour accélérer l'aménagement des terres, à mettre à la disposition des investisseurs, mais surtout communiquer. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut qu'on communique davantage, communiquer dans le sens de rassurer les populations locales, rassurer les nationaux que Bagré Pôle, ce n'est pas uniquement pour les étrangers. C'est un truc complémentaire et c'est ensemble qu'on pourra donc réaliser ces grandes ambitions. Et puis le volet transport de l'hebdomadaire Réunion, la définition des données d'identification à conserver et les modalités de leur conservation en matière de transactions électroniques. Voilà pour le résumé du rapport. En clair, il s'agit de réglementer le secteur de l'économie numérique. Nous ne pouvons pas mettre le e-gouvernement sans mettre en place un certain nombre de dispositifs concernant la signature électronique, la validation électronique des documents, et surtout aussi les données à caractère personnel électronique. Et il fallait réglementer donc cette matière. Et les projets qui ont été présentés visent justement à dire quelles sont ces données, comment sont recueillies ces données, comment aussi ces données peuvent être communiquées. Et ces données ne peuvent être communiquées qu'en matière pénale, à la requête donc des autorités judiciaires. Et ces données concernent notamment les questions de comptes, par exemple les comptes Internet, les échanges Internet, les informations sur le propriétaire du compte, sur le lieu du compte de connexion, sur les échanges qu'il y a eu, par exemple, sur toutes ces données informatiques. Et ces textes-là viennent compléter le dispositif juridique et institutionnel, puisqu'il y avait une loi déjà de 2009 qui posait le principe. Et maintenant, ces décrets qui sont au nombre de 4 viennent compléter ce dispositif et réglementer la matière et permettre aussi au gouvernement de voir comment l'administration publique peut utiliser avec les usagers les données informatiques et les transactions électroniques. Les propos de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, ministre en charge des Transports, ainsi que ceux de tous les ministres que vous avez entendus dans ce journal, vous ont été rapportés par Nyarki Teda pour l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres. Nous prenons rendez-vous avec vous à la fin de ce journal. Autre point de l'actualité à présent, l'heure est à la recherche de réponses durables à la sempiternelle question du conflit agriculteur-éleveur. Qui mieux que les premiers acteurs impliqués dans ces conflits pour proposer les solutions? Et voilà les responsables en charge des volets concernés sur le terrain. La rencontre devrait se tenir dans chacune des 13 régions de notre pays. C'est Sylvestre Da. Une délégation gouvernementale face aux producteurs et exploitants du monde rural de la région de l'Est. Un dialogue direct en guise de rencontre inaugurale, des concertations régionales sur la prévention et la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. À Fada, les différentes personnalités tour à tour ont échangé avec les participants sur les textes législatifs et réglementaires régissant l'exploitation des ressources naturelles et sur l'ampleur des conflits entre exploitants, avec un accent mis sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Nous avons en moyenne 666 conflits par an, c'est extrême. Alors les causes fondamentales, c'est surtout la méconnaissance de la réglementation, c'est surtout aussi la défaillance dans les applications que nous avons de la réglementation qui existe. Et c'est pour cela que nous avons voulu, à travers ces ateliers-là,
mettre ensemble tous les acteurs, qu'ils pointent du doigt les insuffisances de chaque type d'acteur et les corrections, les recommandations fondamentales à apporter pour surtout prévenir et à défaut mieux gérer ces différents conflits. Occasion d'échanges francs, la rencontre de FADA devrait permettre aux producteurs agro-silvopastoraux et aux techniciens de trouver des solutions participatives de préservation et de gestion des conflits. C'est à ce prix-là que nous pourrons effectivement produire plus en termes de production végétale, produire plus en termes de production animale, produire plus en termes de production faunique, halieutique, forestière et dans l'intérêt et à l'avantage des producteurs et des produits sur le terrain. L'organisation des sessions d'information et de formation du genre devrait se poursuivre dans les 13 régions. Il s'agit de faire en sorte que la réglementation soit mieux connue, insister sur la nécessité d'une meilleure collaboration entre acteurs et surtout recueillir des recommandations sur les éventuelles insuffisances des textes. Des recommandations qui vont servir à faire une synthèse afin de dégager une stratégie nationale pour une meilleure exploitation des ressources naturelles. Restons toujours dans le monde de la production. Un nouveau projet pour améliorer la productivité vient d'être lancé. La nouveauté est financée par l'Union européenne et elle cible la sécurité alimentaire à travers le renforcement des capacités des organisations paysannes à la base. Pour le moment, c'est une expérimentation qui concerne la Tanzanie, la Zambie et le Burkina. Éléonore Yerbanga. De l'acquisition des intrants au stockage après la récolte et la commercialisation, les producteurs agricoles africains sont confrontés à d'énormes difficultés liées au changement climatique et au fonctionnement des marchés. Avec ce nouveau projet de gestion des risques agricoles en Afrique FARMAF qui sera mis en œuvre par Agrinatura, les producteurs pourraient assurer une amélioration durable des moyens de subsistance. Le projet vise à renforcer surtout les capacités des organisations paysannes de fournir des services à leurs membres sur l'utilisation correcte des outils de gestion du risque agricole. Pour le ministère en charge de l'agriculture et de l'hydraulique, un tel projet viendrait appuyer et concrétiser les efforts du gouvernement burkinabé. Nous avons pensé aux petits producteurs agricoles, aux producteurs qui ont encore à rechercher tous les différents moyens pour permettre l'accroissement de la production, notamment des semences améliorées, les différents intrants tels que l'engrais organique, les engrais minéraux. Quand on arrive à retrouver, à chercher des solutions pour le petit producteur, c'est toute la chaîne qui grandit. Au Burkina Faso, le projet sera piloté par la Confédération paysanne du Faso qui entend travailler avec les fédérations paysannes de base. À travers les infrastructures de stockage, on va faire du warrantage, ce qui veut dire que les petits producteurs vont amener des stocks qui vont représenter les garanties. Et à travers ces stocks-là, les institutions de microfinance ou les banques vont leur donner des financements. Comme au Burkina Faso, deux organisations paysannes nationales de la Zambie et de la Tanzanie se chargeront de la mise en œuvre du projet pilote. Et puis un coup d'œil sur le déroulement du 3e symposium sur les transports et la logistique qui se tient depuis hier à Ouagadougou. Après l'ouverture, les séances de travail sont allées bon train. Nous avons retenu pour vous le volet portant sur les pratiques entravant la bonne marche des transports dans nos pays. Le point de la deuxième journée est signé Moumouni Soubega. L'analyse de l'impact de la crise sur le transport, l'optimisation de la desserte maritime et portuaire en Afrique, la promotion de la logistique au profit des pays sans littoral, ce sont autant de thèmes passés à la loupe au lendemain de l'ouverture des travaux de la 3e édition du Transloc Africa. Autre sujet qui a fait l'objet de débat, c'est bien la surcharge des véhicules, une pratique devenue courante avec ses cortèges de conséquences. Lorsqu'un camion arrive au Mali surchargé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce camion a détruit les routes. Par exemple, si ça vient du Ghana, ça détruit les routes du Burkina avant d'arriver au Mali. S'il ne vient pas de la Côte d'Ivoire, il a détruit les routes de la Côte d'Ivoire avant d'arriver au Mali. S'il ne vient pas du Sénégal, il a détruit les routes du Sénégal avant. Bon, ça veut dire que c'est un problème d'ensemble qui est posé au niveau de la sous-région. Le programme de communication a également prévu des présentations sur des actions novatrices dans la gestion des corridors en Afrique. À ce symposium, des structures comme Géosis International de Burkina Faso participent avec des solutions technologiques propres au secteur. Le camion qui quitte le port autonome de Lomé, Abidjan ou Tema par exemple, le monsieur peut suivre le camion jusqu'à destination
Et l'autre avantage, est-ce qu'ils sont à l'arrêt? On a eu l'exactitude de ce véhicule du point de départ au point de destination. Et du côté du comité d'organisation, l'on est satisfait du bilan à mi-parcours. Ils sont très satisfaits. Les participants, les intervenants, les experts sont de très haut niveau. Et c'est des questions d'actualité. Satisfaction également de la délégation camerounaise qui participe pour la première fois à ce symposium. Déjà à ce niveau, nous avons vu que nous étions concernés, comme je l'ai dit, même comme nous avons accès à la mer au niveau du Cameroun. Mais nous sommes un point de passage très important pour des pays frères et amis. Donc tous les sujets abordés nous concernent. C'est demain 27 septembre que les travaux de la 3e édition de Transloc Africa s'achèvent avec à l'affiche des recommandations en vue d'améliorer le secteur des transports en Afrique. Et parlant de mauvaises pratiques sur nos routes, justement, la mairie de Ouagadougou, une fois de plus, met le holà. Sur cette lancée, la municipalité est accompagnée des forces de sécurité. Et vous allez le voir, pour un contrôle inopiné, l'opération en a pris à l'appel. Plus de 1900 véhicules mis en fourrière en moins d'une journée. Le point avec Maïmouna Traoré. L'opération a duré 7 heures. 900 hommes de tenue issus de la police nationale, de la douane, de la gendarmerie et de la police municipale ont été mobilisés pour contrôler les documents afférents à la conduite des véhicules, leur immatriculation, les excès de vitesse, en un mot, le respect du code de la route. Résultat, 1928 véhicules saisis et 109 cartes grises retirées. Cette opération s'explique par le fait qu'en dépit des sensibilisations, des actions quotidiennes des forces de sécurité, nos familles continuent à enregistrer quotidiennement des drames dus aux accidents, à l'incivisme de certaines personnes. L'essentiel de cette opération n'était pas de mettre beaucoup d'engins et de véhicules en fourrière. Notre ambition était de contribuer à opérer un déclic dans le subconscient des citoyens afin de minimiser les désagréments dus au comportement des usagers. Mais certains usagers de la route ne l'entendent pas de cette oreille. D'autres pensent que certains agents de sécurité ont quelquefois failli à leur mission. Je crois que la police est censée de sensibiliser les gens. Et ce matin, quand je suis venu au lieu de là où on a attrapé madame, et madame m'a fait comprendre qu'on l'a attrapé, le policier a pris sa moto à l'égarer, sans explication ni rien. Elle-même, elle a fait sortir ses papiers. Voilà, j'ai des papiers. Les policiers n'ont pas voulu écouter. Je crois que quand on sort comme ça pour des choses comme ça, on doit dire pourquoi on est là. C'est la police qui doit sensibiliser les gens. La restitution des engins se fait après vérification des documents et contre-paiement d'une amende forfaitaire allant de 1 000 à 25 000 francs CFA selon la catégorie de l'infraction. Nous allons essayer d'identifier ces engins au niveau des fichiers de la police et de la gendarmerie nationale pour voir si d'abord ces engins ne font pas l'objet de vol. Ensuite, puisque c'est des infractions qui nous ont menés à saisir ces engins, si ces engins ne font pas l'objet de vol, l'infraction existe. Les gens seront verbalisés et nous allons leur restituer leur engin. Le maire de la commune de Ouagadougou a invité les cyclistes à toujours emprunter les pistes cyclables. Il invite tous les usagers de la route à faire preuve de responsabilité et de prudence pour des routes plus sûres. Les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso aussi en ont eu pour leur citoyenneté. Là-bas, le contrôle inopiné a concerné l'utilisation abusive des véhicules de l'État. À la fin de l'opération, on a compté 7 cas hors normes. Achille Kabouré pour le point. À l'instar de la capitale politique du Burkina, un contrôle inopiné des véhicules de l'État, mené conjointement par la police nationale et municipale, s'est déroulé dans la capitale économique Bobo-Dioulasso. Ici, 7 véhicules qui étaient hors normes ont été mis en fourrière. Certains utilisateurs doivent être détenteurs de laissez-passer et d'autres, à défaut donc de laissez-passer, il y a les ordres de mission. Malgré donc la détention du laissez-passer et de l'ordre de mission, l'utilisation même qu'on fait de ces véhicules-là, tout cela est pris en compte. Par exemple, des véhicules de l'État qu'on trouve garés devant des débits de boissons
ou autres lieux mondains. Et pour mener à bien de telles opérations qui entrent dans le cadre de la protection des biens publics, la compréhension de tous s'avère nécessaire. Je souhaite simplement qu'au cours des opérations, que les utilisateurs qui seront interpellés comprennent que les éléments du contrôle, les agents du contrôle ne font que faire leur travail. Ils ne font que faire leur travail et il est, à mon avis, facile de se soumettre au contrôle. Donc, parce qu'il y a certains, n'est-ce pas, qui ne facilitent pas le travail des éléments. Donc, je souhaite simplement que les gens comprennent et que, bon, ils obtempèrent et puis ils respectent cette réglementation. Loin d'être la dernière opération, il appartient à tous de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout désagrément, à laisser entendre le commandant de la compagnie républicaine de sécurité de Bobo Dioulasso. Nous allons à présent feuilleter les pages tourisme de cette édition. Pour commencer, direction un site qui attire toujours plus de visiteurs. Pour ceux qui l'ont visité, le mot de paradis écologique a même été lâché. La preuve par l'image, voici la mare aux hippopotames de Bala. À une soixantaine de kilomètres de Bobo Dioulasso, la mare aux hippopotames de Bala est l'un des sites touristiques les plus connus de l'Ouest. Le site classé réserve de la biosphère de l'UNESCO depuis 1937 est un véritable havre de paix qui abrite une forêt classée et une mare qui est le lieu de prédilection de nombreux oiseaux migrateurs et d'hippopotames. L'endroit, au-delà de son aspect touristique, sert également de lieu d'études et de recherche aux chercheurs et étudiants. La mare, elle est alimentée par une source naturelle d'abord. Elle s'écoule tout d'abord en une rivière avant de se donner cette étendue que vous voyez là. Donc en ce moment, c'est le niveau le plus bas. On peut dire que c'est l'air initial. Durant toute la saison sèche, elle garde le même niveau en ce moment. Ça fait 140 hectares. La profondeur maximale n'excède pas 3 mètres en ce moment. Mais en période de pluie, comme la mare alimente le fleuve Moun en ce moment, comme un affluent du Moun. C'est comme un système de vases communicants. Lorsque le Moun est en crue, les eaux se déversent ici également. Donc ça engendre la crue de la mare, ça peut aller de 140 hectares à 660 hectares. Les profondeurs vont de 3 mètres à 5 mètres et demi. Donc vous avez la mare de l'Ambouchou au fleuve, ça fait 8 km. Mais la mare est surtout célèbre parce qu'elle sert de domicile à une soixantaine d'hippopotames. La chasse et l'agriculture sont interdites dans la réserve et la pêche y est très contrôlée. Seuls les pêcheurs ayant leur permis en règle sont admis ici et ils sont généralement du village. Ce sont également eux qui peuvent servir de guide pour rendre visite aux hippopotames. Des hippopotames qui ne sont pas du tout inquiétés ici parce qu'en sécurité dans cette réserve. Après un moment passé dans l'eau, et pour vous remettre de vos émotions, vous pouvez, si vous en avez envie, vous offrir un poisson fraîchement sorti de l'eau et que les pêcheurs se feront le plaisir de griller pour vous à leur façon. Une dégustation au milieu d'une végétation aussi luxuriante et vous repartirez chez vous avec une autre image du Burkina Faso. La mare aux hippopotames de Bala est à moins d'1 heure de route de Bobo Dioulasso et la route est assez praticable dans l'ensemble. Voilà un pan de notre patrimoine touristique présenté par Marguerite Douagneau et toujours sur le mode évasion. Nous vous invitons à l'excursion dans le monde des agences de voyage. Le climat y est plutôt morose et en cause la baisse des sorties touristiques entre autres. Ce sera justement un des sujets à débat de la 9e édition du CITO qui s'ouvre demain. Boukari Ouedraogo. L'une des missions du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou est d'offrir aux professionnels un cadre d'échange et de promotion de leurs produits et activités. Parmi ces professionnels figurent en bonne place les agences de voyage. Cette 9e édition vise à trouver les stratégies pour une meilleure desserte de la destination Burkina Faso. À ce titre, les agences de voyage, maillon essentiel de l'augmentation de l'offre touristique, ont un rôle important à jouer dans cette tribune de l'hôtellerie et du tourisme qui leur permettra d'accroître leur portefeuille relationnel et clientèle. Nous essayons de mobiliser au maximum les AGV, les agents de voyage, pour une implication efficiente, à savoir qu'ils puissent participer correctement au CITO,
prendre des stands, essayer de rencontrer les TO qui vont éventuellement venir afin de tisser des relations de partenariat gagnant-gagnant. Bon de reconnaître que la crise malienne a affecté le tourisme au Burkina Faso, ce qui du coup a ralenti les activités de certaines agences qui seront bien absents à cette fête du tourisme. À l'heure actuelle, moi je ne pourrais pas y participer parce qu'on n'a plus de rentrée d'argent, plus de touristes. Et à l'heure actuelle, on ne fait pas de promotion parce que de toute façon, on n'a pas de retombées derrière. On est dans des situations vraiment très délicates dans le milieu professionnel du tourisme. Baisse du tourisme ou pas, dans tous les cas, il conviendrait pour le Burkina Faso, pour rendre sa destination plus attractive, de créer d'autres produits, surtout que les statistiques affichent un taux de croissance du tourisme africain d'environ 10% dans la décennie à venir. Nous sommes parfois impressionnés par certaines réalités de notre pays qui par contre n'impressionnent pas le touriste. Il a la montagne chez lui, il a les grottes, il a les ruines, des ruines mieux entretenues, avec des ruines chargées d'histoire, tout autant de choses qu'il peut trouver chez lui ou qu'il peut trouver dans les pays, j'allais dire, asiatiques, qui sont beaucoup plus attractifs. Donc il nous appartient de regarder pour créer de nouveaux produits plus attractifs. Les agences de voyage attendent prendre une bonne place dans les éditions à venir et surtout espèrent que cette édition jettera les bases d'une véritable politique de développement touristique au Burkina Faso. Et puis toujours sur la page tourisme et comme annoncé, nous recevons pour vous le ministre de la Culture et du Tourisme, M. Baba Ama. Avec lui, il sera question de la 9e édition du CITO qui commence demain. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors tout de suite, on aimerait savoir si vous êtes déjà prêt pour demain, vu que ça commence demain déjà. Je pense que si je vous annonçais le contraire, ce serait la catastrophe. Tout à fait. Mais plus sérieusement, je pense que le comité d'organisation qui a été mis en place à cet effet a vraiment abattu un travail formidable. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions effectivement ouvrir ce salon demain, jeudi 27 septembre, donc à 16h, donc au CIAO, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Quand je dis c'est fin prêt, déjà vous savez que les tours opérateurs étaient là dans le cadre d'un éductour qui a commencé depuis le 23 dernier. Ils sont arrivés d'ailleurs ce soir. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, ils sont en train de prendre un peu leur quartier dans les hôtels qui leur étaient réservés. De la même manière, nous avons eu toutes les confirmations et les premières arrivées des pays invités. Vous savez qu'ils seront au nombre de 7 cette année. Et les exposants ont déjà pratiquement pris possession de leur stand sur le site. Donc je peux dire qu'effectivement, que tout est fin prêt donc pour l'ouverture de ce salon. Et ce serait bien de le signaler aussi, la présence finalement de l'Algérie, pays invité d'honneur. Oui, c'est vrai que lors d'une dernière conférence de presse, le comité d'organisation avait annoncé que l'Algérie n'allait pas pouvoir être là, mais il y a à peine 72 heures, donc ce pays frère et ami nous a confirmé sa participation. Bon, donc je peux dire que l'un dans l'autre se situe sous de bons auspices. Finalement, tout est bien qui commence bien, on va dire. Je pense bien et demain, je pense que ce sera un bon top départ. Voilà, et ce top départ sous le signe de tourisme et transport au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure desserte? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour le choix d'un tel thème? Bon, vous savez, de manière générale, le choix des thèmes nous permet de réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer le secteur du tourisme. Donc cette année, nous avons pensé que il était opportun de nous pencher sur le thème du transport, parce que tout à l'heure, vous avez vu dans le reportage de votre consoeur, elle parlait d'une voie plus ou moins accessible. Voilà. Elle a dit praticable dans l'ensemble. Donc c'est pour dire que le tourisme suppose le déplacement. Et pour se déplacer, il faut avoir évidemment les moyens de déplacement, que ce soit sur le plan international ou même sur le plan local. Et donc si nous voulons que les touristes aient accès aux différents sites touristiques, il faudra d'abord que les touristes puissent venir chez nous, donc ça c'est le transport international, et qu'une fois arrivés chez nous, ils puissent avoir accès à nos sites, donc c'est le transport donc, au niveau donc, interne. Donc cela suppose bien sûr la conjugaison des efforts, voir comment améliorer la desserte, parce que vous savez que c'est vrai, grosso modo, je crois savoir qu'il y a environ 10 compagnies aériennes qui desservent au Burkina Faso ici et qui transportent donc des passagers et 3 compagnies, je crois, qui s'occupent du fret. Mais ces compagnies, quand vous les voyez, les meilleures compagnies, j'allais dire, viennent à Ouaga une fois par jour. Voilà. Et les autres, vous le savez, c'est peut-être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Bon, cela peut constituer un handicap pour un certain nombre d'agendas.
parce que le tourisme, ce n'est pas que de la villégiature, il y a aussi des tourismes d'affaires, des gens qui souhaiteraient venir passer juste 48 heures au Burkina Faso. Si cette desserte n'est pas fluide, ça peut un tout petit peu donc, les retenir. Et donc c'est important qu'on voit comment faire en sorte qu'il y ait une meilleure desserte, que à partir du Burkina, on puisse aller aux 4 coins du monde et que des 4 coins du monde, on puisse également venir au Burkina Faso sans que, premièrement, les trajets ne soient compliqués et deuxièmement, il y a aussi le coût qui très souvent est assez élevé et de ce point de vue peut dissuader un certain nombre de personnes d'entreprendre donc des voyages vers notre destination. Donc c'est pour un peu embrasser toutes ces questions-là. C'est pour ça que nous allons avoir les représentants du ministère en charge des transports qui vont donc participer aux différents panels, la SECNA, l'association des transporteurs. Tout ce monde sera réuni donc autour d'un panel pour voir comment assurer une meilleure desserte donc, de notre pays. Justement, si on a bien compris, monsieur le ministre, alors les transports, le tourisme et le tourisme aussi profitent du transport et vice-versa. Mais comment faire maintenant justement en sorte que réellement les transports puissent vraiment porter le tourisme? Et vous parlez de desserte, d'accessibilité. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen d'action réellement? Bon, d'abord, il y a une interaction parce que vous savez, dans le monde des affaires de manière générale, c'est l'impitoyable loi de l'offre et de la demande. Bon, c'est vrai que si le monde entier avait pour vocation de venir chez nous à tout moment, vous verrez bien que le nombre de compagnies aériennes certainement va se développer. Bon, donc, cette réflexion va nous amener à voir comment, quels sont les sacrifices ou quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre, par exemple, pour la réduction des coûts. Cela est très important. Parce qu'on se dit peut-être que lorsqu'on va réduire les coûts, on va gagner beaucoup plus et on va gagner, si vous voulez, sur l'échelle de la grandeur. C'est-à-dire plus il y aura des passagers, on peut donc effectivement se rattraper. Il en est de même pour le transport interne parce que lorsque vous avez suffisamment de passagers à transporter, ça peut jouer sur le ticket. Il y a aussi l'amélioration des voies. Parce que vous savez qu'il y a des voies qui ne sont pas praticables et qui n'encouragent pas non plus les transporteurs à y aller. Parce qu'ils hésitent beaucoup à mettre leurs moyens de transport sur ces voies qui peuvent peut-être leur causer beaucoup plus de dommages sur le plan donc, technique, etc., etc. Donc, je pense que chacun, c'est-à-dire l'administration en charge du tourisme, a un certain nombre de propositions à faire. Et face à cela, nous allons également demander à tous les transporteurs de voir également quelle pourrait être leur contribution. Mais cela dit, avant qu'on ne parle de desserte, il y a quand même un travail important à faire au niveau donc, de tous les acteurs du tourisme, c'est d'améliorer l'offre de services. Vous avez vu tout à l'heure dans votre reportage, quelqu'un a dit, bon, il y en a qui ont vu de grands monuments, il y en a qui ont vu des lacs, qui ont vu des mers. Ben, il faudra que nous améliorions l'offre de service. Quand les gens vont venir, qu'est-ce qu'ils voient ou comment sont-ils reçus? Parce que si on améliore cette offre-là, il n'y a pas de doute que nous allons améliorer le volume de clientèle. Et si le volume de clientèle s'améliore, forcément, nous allons pouvoir avoir l'appui, en tout cas, du côté du transport. Et dernière question, nous allons parler d'innovation en dehors du thème. Qu'est-ce qui va faire la particularité de cette 9e édition du CITO? Alors, l'une des innovations majeures, c'est le fait que cette année, ce 9e CITO va s'ouvrir aux 13 régions du Burkina Faso. Parce qu'en fait, on pense que les Burkinabés connaissent leur pays, c'est une erreur, surtout ceux qui sont à Ouagadougou. Et nous avons pensé qu'à côté du salon international qui nous donne à voir tout ce qui est magnifique, tout ce qui se fait de beau dans les autres pays, nous pensons que c'est aussi l'occasion pour notre public de faire un voyage à l'intérieur, à travers le Burkina Faso, uniquement à travers un certain nombre de stands, 13 stands qui seront dédiés donc aux 13 régions, qui vont leur permettre en tout cas de découvrir qu'est-ce qu'il y a comme potentialité touristique donc, dans chacune de nos 13 régions. Ça, c'est vraiment une innovation majeure à laquelle nous tenions et nous osons espérer en tout cas que les éditions futures nous permettront d'aller plus en avant. Voilà donc pour le point sur la 9e édition d'ISUITO qui commence demain à Ouagadougou. Monsieur le ministre, merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau. Et puis la suite du journal, autre rencontre annoncée pour demain, c'est le Forum national sur la laïcité. C'est la réunion des représentants des principales religions révélées et traditionnelles de l'administration publique et des partis politiques du Burkina sur la teneur de la rencontre. Suivez plutôt les explications du vice-président du comité national d'organisation, Mamadou Bari, au micro de Nicolas Zigani.
Le Forum national sur la laïcité est une rencontre qui est prévue et qui a été suscitée par le Conseil consultatif sur les réformes politiques et les Assises nationales sur les réformes politiques. Et ces instances-là ont suggéré, ont recommandé vivement qu'il y ait un débat autour de la problématique de la laïcité pour effectivement rappeler ce qu'est la laïcité et dans quel contexte on la vit aujourd'hui. Le forum va se tenir en plénière sur toute la durée. Après l'ouverture donc qui aura lieu demain, jeudi 27, il y aura un exposé qui sera animé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité qui est chargé des cultes et sur la problématique de la laïcité au Burkina Faso. Après cette communication introductive, il y aura donc une suspension et après il y aura des débats. Chaque communauté, chaque participant va donner sa compréhension de la laïcité et en définitive on fera une analyse globale de toute la situation et certainement il va découler de tout cela un certain nombre de recommandations qui permettront justement de renforcer la laïcité au Burkina Faso. La question de la laïcité là doit être perçue comme un système, un mécanisme qui permette à l'administration publique d'être neutre par rapport aux religions. C'est donc placer l'État de façon équidistante par rapport à toutes les religions et donc faire en sorte qu'il y ait une égalité, une harmonie, une équité dans l'exercice des différentes fonctions administratives et dans les prestations des services publics. Et donc, quand on tient un forum national sur la laïcité, c'est pour permettre aux uns et aux autres donc d'évaluer cette neutralité de l'État là, de l'évaluer et aussi de recommander la prise d'un certain nombre de mesures qui permettent de renforcer cette neutralité et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prestation des services publics au profit de toutes les composantes de la société sans discrimination. Et puis, toujours à propos de nos croyances, à l'heure où l'intégrisme religieux fait loi, c'est un acte dont la portée invite à l'espoir. El Hadj Ouedraogo est allé avec toute sa famille de musulmans pour soutenir la messe d'action de grâce de l'abbé Prosper Souleymane Ouedraogo, qui n'est autre que son fils. La cérémonie s'est tenue à Poré, dans la province d'Ubam, le point de Sié Sylvestre Da. Cette communauté, en fait, rend grâce à Dieu de lui avoir fait don d'un prêtre. L'abbé Prosper Souleymane Ouedraogo, né d'une grande famille musulmane, il vient d'être reçu dans l'ordre presbytéral. Il célèbre ici sa première messe, dite d'action de grâce, en présence de ses parents. Nous sommes à Foré, son village natal, situé dans la province du Bam. Cette localité célèbre par la même occasion son premier prêtre. Pour nous, c'est un témoignage éclatant, vu que ce monsieur qui est musulman, des fois musulmane, qu'il accepte que son enfant aille au séminaire, qu'il fasse le petit séminaire, qu'il fasse les frais liés à l'éducation au petit séminaire et qu'il le laisse devenir prêtre. C'est franchement un miracle, je le disais d'ailleurs à l'abbé. Je dis cela relève d'un miracle. Il faut prier en fait pour que les gens aillent dans ce sens, dans le sens de l'unité. El Hadj Boukare Ouedraogo, le père du nouveau prêtre, est un fidèle musulman qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Il a 8 épouses et 52 enfants. Ici, avec à ses côtés son épouse Amseto Ouedraogo, la mère du nouveau prêtre, ils ont tenu à assister à cette première célébration eucharistique officiée par leur fils. Ce soutien familial a toujours été constant. C'est le premier fils de mon frère et en plus, c'est le fils d'un El Hadj. Il a accepté que son fils devienne chrétien et ensuite prêtre. C'est un bel exemple de tolérance religieuse. Je suis fière de mon fils et je me réjouis avec toute cette communauté. Je rends grâce à Dieu qui a choisi notre fils pour cette mission. Je prie qu'il réponde aux attentes de l'Église. Que Dieu accompagne tous les fidèles, sains et saufs, chacun à son domicile.
C'est la volonté de Dieu et tout ce qu'il fait est bon. Je lui rends grâce et le prie afin qu'il guide mon fils dans son ministère. Dieu est unique. Il n'y a pas plusieurs dieux. C'est le même Dieu que nous prions. Un même Dieu qui est loué et adoré au cours de cette cérémonie. Une messe riche en couleurs et en symboles qui a vu aussi la présentation de nouveaux catéchistes originaires du village et le baptême de nouveau-nés. Content, très reconnaissant envers Dieu qui m'a appelé tel que je suis pour m'associer à son œuvre d'amour. Je suis très réconforté par mes parents depuis que j'ai senti l'appel de Dieu sur moi. École primaire, petit séminaire, grand séminaire, je me suis senti soutenu par les parents. Et en ce jour, ils ont accouru nombreux pour me soutenir et je sens ce réconfort. Je reste convaincu qu'ils resteront toujours à mes côtés dans mon ministère et cela me permettra de rendre à bien avec la grâce de Dieu ce que le Seigneur lui-même me demande dans ce ministère presbytéral. El Hadj Boukaré Ouedraogo, son fils et tous les habitants des forêts, à travers cette ordination presbytérale, viennent sans doute de donner un bel exemple de dialogue interreligieux. Une action qui met l'accent sur la collaboration plurireligieuse. Au Burkina Faso, le dialogue interreligieux est impulsé par l'État dans des domaines tels que la santé et l'éducation. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la collaboration entre les différentes communautés religieuses. Cela pour une meilleure préservation de la cohésion sociale et pour une garantie de la réussite des actions de développement. Actualité hors de chez nous, au Mali, l'appel à l'envoi de troupes pour libérer le nord du pays fait déjà des sceptiques. L'Algérie et le Niger apprécient du bout des lèvres la décision, tandis que les auteurs du putsch du 22 mars y voient le retour au colonialisme. Du haut de la tribune onusienne, les défenseurs de la cause se veulent fermes. Il faut agir et vite. Devant ses compatriotes vivant à New York, le président français affiche de nouveau sa détermination à dénouer la crise au Sahel. Comme il a fait lors de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, François Hollande appelle à une action urgente de la communauté internationale pour chasser les islamistes du Nord Mali. Il est possible que les Nations Unies, aidées par l'ensemble des puissances, puissent enfin engager une opération qui serait menée par les Africains eux-mêmes de reconquête du Nord Mali, et faire en sorte que nous puissions éviter l'installation du terrorisme dans cette zone. Applaudi par le camp français, le message de François Hollande est mal accueilli à Bamako par les partisans des auteurs du putsch du 22 mars et dénonce une stratégie coloniale de partition du Mali. Autre obstacle auquel se heurte le volontarisme de François Hollande, l'attitude ambiguë des autorités algériennes. L'Algérie semble avoir convaincu le Niger de renoncer à envoyer des troupes au sein de la future force internationale. Nous avons estimé que pour régler cette crise, il faut passer par le dialogue. Il est très facile de rentrer dans la violence, mais extrêmement difficile de s'en sortir. À la une de la presse locale, la future force africaine qui doit intervenir au Nord Mali aura son quartier général à Bamako. Mais l'opération pourrait manquer d'efficacité si les soldats des pays directement concernés par la crise au Sahel n'y participent pas activement. Sur le Mali toujours, nous venons d'avoir l'information. Le conseil des ministres de ce jour a été annulé à Bamako en cause des manifestations populaires pour protester contre la promotion de quelques agents de la police nationale réputés proches de la junte. Plus de 60 ans de musique, ça se fête et la cantatrice Ado Léontine Gorogo voudrait le faire en chantant. Cantatrice du Mogo Naba Abga, ambassadrice de la musique traditionnelle Mouaga, Koundé d'Or 2012 et j'en oublie, notre chanteuse du haut de ses 81 ans n'a rien perdu de sa superbe. Témoignage Nabaloum Sawadogo Nathalie. Ado Gorogo ou encore la cantatrice du Lalé Naba Abga, c'est 60 ans de carrière musicale. Un événement que l'ambassadrice de la musique traditionnelle Mouaga décide de fêter à travers plusieurs manifestations. C'est avec joie que je fête les 60 ans de ma carrière musicale, car ça n'arrive pas à tout le monde.
Nous avons l'enregistrement de l'émission Kaléidoscopie ce jeudi 27 septembre à 19h à Remdogo. La nuit culturelle est prévue le vendredi 28 septembre à 20h30 à la Maison du Peuple. Née en 1931 à Kando dans le Kouritenga, celle qui est devenue Koundé d'honneur en 2012 a marqué son temps par ses chansons, ses compositions et autres prestations. Ninga kamba tenglia yala ninga pura nyingli Ado Gorogo Léontine sera en prestation pour ses fans au cours d'une nuit culturelle qu'elle dédie au public burkinabé et ouagalais ce vendredi 28 septembre à partir de 20h30 à la Maison du Peuple. Voilà, un rendez-vous à noter donc pour vendredi et puis une nouvelle sportive avant de nous quitter. La 11e journée de la Super Division s'est jouée cet après-midi au stade du 4 août. L'ASFA Yenenga s'est imposé devant l'EFO par 1-0 et l'AS Sonabel a battu le BPS par 4-0. Sur le terrain de l'ASFA, l'USFA a battu Bobo Sport par 2-1 et à Bobo Dioulasso, le RCB a battu l'USI par 3-0. Nous reviendrons sur ces informations dans nos prochaines éditions. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe du 20h vous retrouve demain. Bonsoir.